premier jeu géolocalisé qui a réellement eu de bons échos et qui a permis d'investiguer toutes les problématiques liées à cette technologie, pas du tout venu de l'univers académique, mais plutôt d'un collectif anglais qui s'appelle Blast Theory, qui a développé des jeux comme Cleo Seminar, qu'on voit ici, ou un autre qui s'appelle McElroy, il y a environ 4-5 ans, dans lequel ces gens, plutôt venant du domaine de la performance ou de l'art interactif, ont développé des systèmes de géolocalisation, de la GPS, qui permettaient à des gens de faire une sorte de chasse à l'homme dans l'espace humain. Et ce genre de projet a ensuite été réinvesti par des chercheurs qui ont fait un partenariat avec les gens qui créent ce jeu pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire par rapport au développement technologique, parce que ce projet était beaucoup plus à l'avant-garde que ce qui avait été fait dans le domaine académique. Alors, il y a plein d'autres exemples comme ça, notamment dans le domaine des interfaces. Ça, c'est un projet qui s'appelle The Edible Interface, qui a été fait par Erin Elliott, un designer américain pour le concours Yahoo en 2006, dans lequel il crée des sortes de sucettes qui permettent de contrôler ces petits robots bébés en bas. Donc ça c'est un peu, ça paraît très curieux et complètement futile de prime abord. Mais quand on regarde de plus près et quand on regarde ensuite ce que d'autres sociétés qui, par exemple, des sociétés privées de recherche, investissent en termes d'interface pour des gens handicapés qui ne peuvent pas utiliser leur langue, ce genre de projet était très pertinent. Parce que c'était regarder, utiliser si la langue pourrait pas être un moyen d'interagir avec ici en l'occurrence, des objets de l'univers physique, mais ça pourrait être aussi le cas avec ce type d'interface pour interagir avec l'écran d'ordinateur. Donc remplacer la souris par une sucette, ce qui peut paraître curieux, mais qui, par ce genre de projet, montre que c'est potentiellement possible et valide, et donc montre des pistes à explorer que certains chercheurs ou ingénieurs n'ont pas pensé à regarder. Dans lesquels les projets dans le domaine de l'art interactif, des médias sont importants, c'est que souvent ça va challenger, ça va aller à l'encontre des pratiques ou des choses qui se font dans le monde technologique actuel. Un exemple qui est intéressant, c'est tout le travail autour des blockchains. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, c'est l'idée d'avoir des objets qui pourraient bloquer. Ce qu'il faut retenir, c'est pas la notion de bloc, mais plutôt que des objets comme ce Aibo, le cher robot de Sony, pourraient créer du contenu automatiquement qui serait mis à disposition par exemple sur le web. Donc, ça c'est le blog d'un chien robot de Sony qui s'appelle Sparky, dans lequel tous les Sony Aibo pouvaient faire ça, c'est-à-dire prendre des photos, les uploader éventuellement sur le site web, mettre des informations sur ce qu'ils ont fait dans la journée, le nombre de mètres parcourus, éventuellement les commentaires du maître. Donc là, on laisse un peu de place au maître de l'objet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ce genre de capacité, un objet qui est censé être inerte et censé ne pas faire grand-chose que ce qui a été programmé de faire, pourrait produire du contenu, pourrait avoir une agency en anglais, pourrait avoir une sorte d'activité qui pourrait lui permettre d'avoir un discours sur ce qu'il fait, même si c'est programmé par quelqu'un à la base. Mais ça va challenger toutes les notions de ce que certains ingénieurs créent sur les objets qui sont des objets technologiques inertes dans lesquels on n'aurait jamais idée qu'un objet puisse pouvoir créer lui-même du contenu, même si dans les faits c'est ce qu'ils font avec des satellites qui peuvent envoyer de l'information qu'on peut lire sur le web. Ça pourrait aller beaucoup plus loin, et toutes les recherches qu'il y a eu un peu sur cette notion de blockchain allaient un peu dans cette direction. Les travaux de Julian Baker notamment. Donc, un autre aspect intéressant pour aller challenger un peu les pratiques actuelles pour qui sont faites les technologies, c'est tout ce qui tourne autour des travaux sur les animaux technologiques. Est-ce qu'il est possible de concevoir des technologies pour des animaux et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, le projet en haut à gauche, c'est un cockroach, un criquet, qui peut piloter un robot avec une petite balle de ping-pong. L'idée, c'est, pour les chercheurs, c'était de développer
nouveau type d'interface robotique, mais on pourrait voir ça pour les designers qui travaillaient sur ce projet, comme plutôt comment est-ce qu'on peut repenser la synergie entre un animal et l'interface robotique pour que les deux permettent la locomotion, par exemple, ou permettent d'augmenter les fonctions d'animaux, ce qui est aussi le cas du projet en haut à droite, qui est un projet d'augmenter d'animaux qui a été fait par Auger et Loiseau, deux chercheurs, deux designers pardon, qui travaillaient au Media Lab Europe à cette époque-là, dans lequel ils ont imaginé toute une succession d'objets qui permettent d'augmenter les capacités des animaux, ce qui est aussi le cas du projet en bas à gauche, qui a un collier GPS pour chiens, qui est un peu une espèce par Jetberg, un chercheur américain, qui est un peu une sorte de moquerie de tous les systèmes de géolocalisation d'animaux qui sont créés. Lui s'est dit, autant créer un truc flottant pour quand l'animal risque de disparaître dans l'eau. Et il y a des projets complètement loufoques, comme le système en bas à droite, qui est développé par des designers à Singapour, qui est une sorte, ça s'appelle Poultry Internet, ou l'Internet pour les poules, on va dire, dont l'idée est d'utiliser ça pour des gens qui auraient peur des volailles et de permettre de toucher les volailles à distance. Ce qui est très curieux. Donc, dans ce genre de projet, ce qui est intéressant, c'est qui va dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire challenger la notion de pour qui les technologies sont créées. Il y a d'autres systèmes qui se disent, au lieu d'interagir avec les technologies comme de jouer par exemple avec un ordinateur, pourquoi le jeu ne pourrait pas être une interaction avec un animal? Donc, il y a des projets, par exemple celui en haut qui est un projet de jouer à Pac-Man contre des criquets. Au lieu de jouer contre l'ordinateur, c'est des criquets qui contrôlent via certains détecteurs les mouvements des fantômes de Pac-Man. Il y a des projets similaires avec des rats, et moi-même avec un collègue, on a fait c'est un personnage de World of Warcraft en fait, qui est contrôlé par un chien. Donc le chien a un podomètre, il se balade dans l'espace physique, hein, et ses mouvements dans l'espace physique sont retransmis dans le comportement de ce petit personnage, qui est ni joué par l'ordinateur, ni joué par l'humain, mais qui va avoir un comportement curieux qui serait celui d'un chien. Bien sûr, c'est plus pertinent qu'il ressemble à un chien et pas à un nain de World of Warcraft. Mais ce qui est intéressant ici, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que ça veut dire quand on a un nouveau type de partenaire d'interaction qui n'est ni un humain ni une intelligence artificielle programmée pour quelqu'un. Alors bien sûr, ça risque d'être des mouvements très curieux parce que les chiens font certains types de mouvements très curieux. Mais on voulait explorer quelle serait la réaction des autres joueurs dans le jeu et aussi des gens physiques quand ils seraient au courant que leur chien pourrait potentiellement jouer à des zones de jeu. Donc il y a d'autres projets, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Twitter, ce système de messagerie partagée dans lequel on peut donner des informations sur ce qu'on fait. Donc ça c'est une sorte de gros hardy qui est fait pour un chat en fait, qui peut quand le chat tape sur le radis, ça envoie un message sur le compte Twitter de son maître, et quand le maître lui répond, le radis va s'illuminer. Donc c'était pour explorer un peu la relation duale avec l'animal, d'avoir un objet qui peut servir de médiateur entre un animal et son maître. Donc des trucs de ce genre-là, il y en a beaucoup, mais c'est assez intéressant à mon sens, parce que même si ça paraît très futile, ça repose sur cette idée d'avoir des nouveaux partenaires d'interaction, des nouveaux médiateurs, des nouveaux, je ne peux pas dire personne, parce que pas personne, mais d'avoir des nouveaux objets avec qui interagir dans un univers numérique qui est plutôt pauvre actuellement, puisque c'est juste des humains, des intelligences artificielles. Des grosses sociétés technologiques, c'est que les nouveaux médias, le device art, l'art interactif peut se permettre d'aborder les choses d'une manière différente de la méthodologie académique qui peut parfois être très lourde et qui a certaines barrières et certaines contraintes. Le premier aspect qui est intéressant, c'est la notion
de fake, de créer par exemple, comme cette fausse dent audio qui a été faite par Auger et Loiseau, qui travaille sur l'idée de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une dent qui permettrait, dans laquelle on pourrait implanter un processeur ou des sensors qui pourraient permettre de communiquer directement avec son téléphone, ou avec une radio, ou avec une télévision, ou je ne sais pas trop quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se permettre d'avoir un faux prototype et d'avoir un discours autour de ça, alors que dans le monde académique, ce serait complètement pas possible. Ça limite parfois le travail et l'innovation, puisqu'on ne peut pas forcément tester des choses, ou au moins tester des idées avec les gens par ce biais-là. Un autre point qui est aussi complètement hallucinant par rapport à certains travaux de recherche de sociétés technologiques, c'est le fait que la recherche, notamment dans les sociétés privées, vise toujours à l'utilitarisme ou à des choses très mécaniques qui donnent à l'arrivée des artefacts comme ce qui est représenté à gauche, c'est-à-dire le frigo intelligent qui a été développé par beaucoup de sociétés technologiques. Je ne citerai pas de nom, c'est pas pertinent, mais il y a des frigos intelligents, on nous a parlé des frigos intelligents chaque année depuis 10 ans, des machins qui permettraient d'aller faire des courses directement sur internet dès que le frigo serait vide. Et puis alors bien sûr quand les prototypes ont été testés, c'était la catastrophe parce qu'il y avait des produits qui pourrissaient dans le frigo, ça ne correspondait pas du tout à ce que les gens voulaient consommer. Tout ça parce que c'était basé sur l'idée que potentiellement ce que l'humain moyen veut, c'est qu'on automatise les tâches qu'il fait. Et il y a des visions alternatives potentielles, comme j'aime bien ce frigo, j'ai trouvé cette photo dans un catalogue des années 50, dans laquelle on voit d'autres choses que notre vision du monde qui n'est pas juste utilitariste. Ça ne veut pas dire que les gens veulent voir des monstres ou des gros verres gluants dans leur frigo, mais au moins essayer d'explorer d'autres visions moins utilitaristes et moins mécanistes, comme ce que peuvent faire certains designers ou certains artistes, me semble plus pertinent que vouloir toujours tout de suite sauter sur des choses mécanistes, utilitaristes, dans lesquelles on automatise la vie des gens sans comprendre complètement leurs désirs, leurs envies, leur manière de vivre, de fonctionner, leur contexte, etc. Et ça c'est très important par rapport à mon travail dans lequel, moi ce qui m'intéresse c'est voir ce que les gens font des technologies et l'automatisme. Automatiser certaines tâches que font les individus, c'est un des plus gros problèmes qu'on retrouve. Bien sûr, l'individu dira oui, moi j'aimerais bien qu'on fasse directement mes courses sur internet parce que ce soit plus simple. C'est des choses qu'on retrouve quand on fait des entretiens avec des gens, mais après quand on regarde dans les faits ce qu'ils font, moi j'ai pas travaillé spécifiquement sur le frigo intelligent, mais il y a des articles là-dessus, on se rend compte qu'en fait ça marche pas parce que quand on automatise, il y a toujours des contextes où les choses marchent pas très bien, les gens n'ont pas le même comportement tous les jours, il n'y a pas qu'une seule personne forcément dans la maison, et du coup ça ne marche pas très bien, et toutes ces petites exceptions font que le frigo qui est censé être intelligent, mais en fait il n'est pas intelligent du tout. Une autre manière d'aborder les choses que je trouve intéressante, notamment dans le design et l'interaction design, c'est le rôle de l'humour et la manière dont certains designers ou artistes peuvent utiliser l'humour comme pas méthodologie, mais comme moyen de rechercher des choses, de tâtonner et d'essayer de lancer les projets. Donc par exemple, il y a ce lapin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Nabastag, c'est un produit développé par une société française qui s'appelle Violet, qui a développé ce lapin Wi-Fi. Donc c'est un petit lapin blanc, comme ça, que vous mettez chez vous, qui se connecte à votre réseau Wi-Fi et qui peut lire des messages que vous pouvez envoyer par SMS, par email, qui peut donner les informations. Vous pouvez aussi mettre des flux d'informations venant de certains sites web. Il va les lire, il peut donner la météo, etc. C'est un côté un petit peu gadget. Mais ce qui est bien intéressant, c'est que le point de départ de la réflexion de créer cet objet, c'est notamment Rafi Aladjian, un entrepreneur libanais en France qui
l'envie de développer des projets liés aux technologies ubiquitaires, ubiquitous computing, donc des objets communicants en quelque sorte, et qui a pris comme point de départ avec ses associés de se dire si on peut connecter un lapin à Internet, alors on pourra connecter n'importe quoi. Donc on va connecter un lapin à Internet et on va voir ce que ça donne. Et c'est ce qu'ils ont fait en développant ce projet, qui est pour une large part ouvert à des développements externes. Donc les gens peuvent développer certaines petites applications pour le lapin, que ce soit par exemple des choses très simples sur on peut bouger l'oreille et si quelqu'un d'autre a un lapin, l'oreille va bouger également. Donc il y a toute une sorte de créativité qui se fait autour de ce projet qui à la base est parti très simplement sur l'idée de on va faire un truc tout bête, on va connecter un lapin sur Internet, ce qui était plutôt une private joke pour les gens quand ils développaient le projet. Et maintenant, le lapin s'est vendu à 180 000 exemplaires et ils ont des projets avec différents autres acteurs technologiques et c'est une formidable plateforme pour essayer de comprendre comment les objets communicants sont utilisés par les gens aujourd'hui, même si ça paraît un peu futile et rigolo à la base. Un autre point qui est important aussi, c'est que beaucoup de projets peuvent se permettre de rater. Ça, c'est un exemple de table interactive, mais c'est un problème que j'ai souvent vu dans l'utilisation des tables interactives dans les musées, c'est que les applications, notamment les applications de musique, dans lesquelles les gens peuvent appuyer sur des modules d'une table interactive, ou des objets présents dans l'environnement. Donc les gens appuient dessus et en fait ce qui se passe bien souvent c'est que ce genre de choses a été prévu pour 1 ou 2 utilisateurs mais pas pour 6 personnes comme ici qui appuient tout en même temps, puis il y a quelqu'un qui part, une autre qui arrive et une des plus grandes leçons de ce genre de projet, c'est justement avec les gens avec qui on a regardé ce qu'ils faisaient, c'était de voir qu'ils apprenaient justement que ça peut rater pour des histoires de contexte, pour des histoires d'individus qui ne s'attendaient pas forcément à ce que les choses marchent de telle ou telle manière, mais c'était pas trop grave, parce que dans ce contexte-là, c'était pas avec, mettons, des pompiers ou des militaires en train de tirer sur des gens, donc ils pouvaient utiliser ça un peu comme terrain d'essai, on peut utiliser ça comme terrain d'essai pour comprendre certaines problématiques d'interface qui ne seraient pas possibles dans d'autres contextes. Je vois un peu parce que j'ai la gorge. C'est de se dire que c'est très difficile de savoir comment demain sera fait en regardant aujourd'hui. Par exemple, si on veut construire une voiture et qu'on regarde comment construire une voiture pour l'année prochaine, c'est facile d'imaginer les petits incréments, les petites modifications possibles à faire. Mais si on veut imaginer la voiture dans 10 ans, ça nécessite on ne peut pas juste l'observer dans la rue et voir ce qui se passe pour imaginer ce qui va se passer. Et ça, c'est un gros problème dans tout le milieu qui est soulevé par la prospective technologique, c'est d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut avoir des innovations, comme on dit, disruptives, c'est-à-dire qui changeraient, qui seraient vraiment un gros changement par rapport à nos modèles classiques. Et là, il y a un chercheur anglais qui travaille avec des designers qui s'appelle Andy Crabtree, qui a ce concept de breaching experiment que je trouve intéressant, dans lequel il dit de toute manière on ne peut pas se baser sur des pratiques existantes puisque c'est pas comme ça qu'on va rentrer le futur, donc autant les créer, autant provoquer des nouvelles pratiques in the wild, c'est-à-dire dans l'environnement de tous les jours, voir ce qui se passe et apprendre de ces choses-là. Et ça renvoie à tout. Il y a eu beaucoup de travaux sur les jeux géolocalisés, comme j'en présente sur la photo de gens en Genève qui jouent à un jeu géolocalisé sur téléphone mobile, ou des projets que moi j'ai pu faire pendant ma thèse, des jeux géolocalisés sur tablette PC, il y a ceux dont je parlais tout à l'heure en Angleterre. Donc c'était l'idée de se dire on va donner ça à des gens et voir ce qui se passe, tout simplement, et pas juste regarder comment est-ce qu'eux ils utilisent le GPS sur leur téléphone. Et donc ça permet moi par exemple dans le cadre de ma thèse, de ma recherche, d'utiliser ça, le jeu comme plateforme, non pas pour comprendre le plaisir ludique de jouer, mais plutôt pour comprendre comment les gens dans une expérience de jeu pouvaient utiliser la géolocalisation, ça
savoir où ils étaient dans l'espace, savoir où étaient leurs partenaires de jeu dans l'espace, pour comprendre quelles étaient les implications par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, est-ce qu'ils retenaient mieux l'information sur la position des autres, est-ce qu'ils parlaient plus entre eux quand ils connaissaient la position de leur partenaire ou non. Et ça nous a permis d'investiguer plus en détail la problématique de la géolocalisation en créant une nouvelle pratique qui serait celle d'avoir des jeux géolocalisés qui n'existaient pas et de documenter ces choses-là, en faisant des entretiens, en faisant des photos, en filmant les gens, en essayant de comprendre quelles étaient leurs interactions pour non pas améliorer forcément le futur des jeux vidéo, mais pour comprendre comment de futurs systèmes de géolocalisation pourraient fonctionner pour les individus. Le sixième point, c'est contrairement à l'ingénierie ou à beaucoup de projets de recherche dans de grosses sociétés qui voient souvent le développement des technologies comme ce qui est représenté là-dessus, là, les designs sont quand même beaucoup plus à même de mettre en avant tout ce qui concerne le désir des gens, l'aspect émotionnel ou les envies des individus. Ça, c'est un exemple j'avais tapé Ubiquitous Computing dans Google, j'étais tombé sur ce système qui serait une sorte de landau pour bébés dans lequel il y aura un GPS qui permettrait à potentiellement à des individus de savoir où ils sont dans l'espace avec un landau. Ça renvoie encore à cette perspective utilitariste, fonctionnaliste, où la technologie doit être là pour sauver le monde et sauver des problèmes aussi importants qu'être perdu dans la ville avec un landau. Avec un GPS, avec des choses complètement bizarres. Au lieu de... Ouais, c'est un point de départ un peu curieux de se dire on a une technologie, qu'est-ce qu'on va de l'art interactif, du device art que je trouve intéressant, qui vont à l'encontre de ça et plutôt regarder les envies des gens et leurs désirs. Donc il y a ce projet que je trouve intéressant qui est complètement fake et plus une blague qu'autre chose, ça s'appelle Isolator. Et ce serait une sorte de système de géolocalisation dans lequel, au lieu de savoir où sont les gens que vous connaissez, ça va plutôt vous dire où les gens ne sont pas. Parce qu'on n'a pas toujours envie de savoir, de montrer aux autres où on est, de savoir où sont les autres, etc. Donc c'est plus basé sur l'idée de vouloir disparaître et pas forcément retrouver les autres, ce qui va complètement à l'encontre de 50 projets au moins de géolocalisation qui veulent absolument vous dire où sont vos copains, votre grand-mère ou votre chien, ce qui parfois peut être pertinent mais parfois très agaçant, et parfois l'envie c'est plutôt ce genre de choses qui serait lié à la disparition. Un autre que je trouve très intéressant, c'est le TV Big Phone, c'est ces espèces de petits boîtiers qui permettent d'éteindre les télévisions. Donc en appuyant sur un bouton, ça va balayer un certain spectre de fréquences infrarouges et finalement trouver celle qui correspond à la télé qui est proche de la personne qui tient cet objet, et donc éteindre les télévisions. Donc ça, ça relève plutôt du device art, de tous ces gens qui développent des technologies qui sont à cheval sur provoquer, critiquer, mais aussi être produit en masse, parce que vous pouvez la commander facilement sur Internet, c'est pas juste un objet que vous dans un musée. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi qui suis intéressé par la pratique, de voir comment ce qui se passe avec ces choses-là. Donc il y a des forums dans lesquels les gens racontent qu'ils sont allés pendant la Coupe du Monde de football, éteindre la télévision dans des bars très animés, et que c'était un peu dangereux. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant pour montrer qu'il y a d'autres désirs, comme dans le projet précédent, il y a d'autres envies des individus qui ne sont pas toujours de vouloir optimiser ou rendre efficace le quotidien. Et le dernier point qui est très intéressant, que ce soit à la fois dans le domaine de l'art et du design et du device art, c'est le processus en soi de création, qui est, quand on regarde un peu la méthodologie, je parle de méthodologie parce que je compare à l'ingénierie ou à ce qui se passe dans le monde académique, il y a vraiment des choses qui seraient choquantes sur la manière de faire, la manière de créer, la manière d'avancer sur des projets.
Et il y a beaucoup, je vois dans le laboratoire dans lequel je suis, dans lequel on a à la fois des ingénieurs, des designers, des architectes, essayer de comprendre comment tout ce petit monde pourrait travailler ensemble, comment les ingénieurs pourraient bénéficier du processus de travail des designers, par exemple, c'est très intéressant. Notamment dans un point qui est assez important, c'est le rôle des artefacts et le rôle de ce qui est créé. Donc ça, c'est le genre de choses qui traînent sur les bureaux de notre labo. Et ce qui est intéressant, c'est la différence à laquelle les gens vont assigner une valeur à ce genre d'objet. Pour les ingénieurs, créer un objet, c'est créer le produit fini, ou c'est créer une étape dans la production d'un produit. Ils parlent soit de produit ou de proof of concept. Pour les autres personnes dans le laboratoire qui sont plutôt designers ou architectes, c'est juste un support à la conversation dans lequel on va créer un objet qui va nous permettre de discuter par rapport au projet en cours, au projet qui est créé, que ce soit un objet électronique ou un objet fabriqué avec une imprimante 3D. Mais c'est pas le but en soi, le but n'était pas de créer l'objet, le but était d'avancer sur le projet en l'utilisant comme médium, un objet, ce qui n'est pas la même chose que pour les ingénieurs qui veulent plutôt créer l'objet en tant que tel, comme fin, non pas comme moyen. Donc ça, c'est valable pour les ingénieurs, mais c'est aussi valable pour les gens dans la discipline. Donc ça, c'est un livre sur je m'intéresse beaucoup aux infrastructures et comment les gens, les individus perçoivent les infrastructures, notamment quelles sont les représentations de l'électricité, comment les gens imaginent que l'électricité fonctionne, comment les gens imaginent que le Wi-Fi, l'Internet peut fonctionner, parce que ça, c'est pertinent pour pouvoir concevoir ensuite des applications ou des services, de connaître un peu la représentation des gens de comment ces technologies marchent, parce que souvent, c'est là où il y a des problèmes, c'est que les gens s'attendent à ce que les technologies marchent d'une certaine manière, mais comme ils ne savent pas comment elles fonctionnent, ils s'étonnent que dans une rue très étroite, leur GPS ne fonctionne pas. Ça, c'est des projets qui sont faits à Oslo School of Architecture par Timo Arnal et ses élèves, dans lesquels ils regardent comment est-ce qu'ils pourraient représenter graphiquement les différents champs électromagnétiques, comment l'individu pourrait se représenter le Wi-Fi, les ondes hertziennes, les ondes radio, les ondes GSM. Et je trouve ça beaucoup plus riche que l'avoir sous la forme de mots dans lequel des anthropologues, des ethnologues, des psychologues essaient de comprendre comment l'individu se représente l'électricité ou les champs électriques. C'est beaucoup plus parlant d'essayer d'avoir ce genre de support, d'artefacts, pour pouvoir avancer, pour pouvoir permettre aux gens d'exprimer leur vision de comment les technologies fonctionnent ou leur manière de se représenter leur crainte par rapport aux technologies. Un autre aspect intéressant dans le processus de création, notamment chez les designers, c'est le rôle des discussions et des critiques. La critique de montrer un projet, d'en discuter avec des artefacts en cours de route, sur pourquoi en fait le vinaigre est intéressant pour les pâtes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le futur des développements technologiques qui concernent l'ubiquitous computing, l'informatique omniprésente, l'informatique mobile, les objets communicants, etc., il y a beaucoup de gens, lots of stakeholders, c'est-à-dire il n'y a pas juste des ingénieurs dans les laboratoires, il y a plein de gens qui font des choses de partout, que ce soit des artistes subventionnés par des grosses sociétés, des artistes très underground, des chercheurs dans les laboratoires, et tout ce petit monde explore des pistes. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre comment ce qui est produit ou le discours qui est réalisé à partir de toutes ces productions dans différents champs est pertinent pour imaginer le futur des technologies. Alors un exemple que je trouve intéressant, je citais un peu jusque-là, c'est cette notion de device art qui vient de certains chercheurs japonais comme Mayo Denki qui est en haut à gauche, qui développe ces petits bonhommes, ou Ryota Kawakubo qui est un designer japonais qui a fait ce Beatman, cette espèce de collier avec ce petit bonhomme qui court.
ou ce vidéo bug dans lequel cette espèce de petite... c'est pas une clé USB, mais c'est un peu similaire, mais qui se plug dans la télévision, dans lequel on a un personnage qui va se déplacer. Donc le device art qui est un peu basé, pour certains acteurs, sur une idée de gadget technologique, est complètement pour moi une représentation de tout ce dont j'ai parlé jusque-là, c'est-à-dire une sorte d'enrichissement mutuel de gens qui viennent d'horizons très divers, que ce soit des designers, des ingénieurs, des gens qui viennent de l'art, pour essayer de... en fait, en faisant ça, ils font tomber toutes les barrières qui existent entre l'ingénierie, l'art, la science, etc. Ils s'en foutent complètement, ils créent un objet qui ensuite va être produit massivement, être éventuellement vendu, et ça pose plein de questions, à la fois pour les ingénieurs qui aura un processus beaucoup plus rapide de développement de produits, pour les artistes qui pourraient se demander quel est le statut d'une œuvre d'art quand elle est produite massivement, pour les designers, etc. Donc c'est un peu j'aime bien cette citation un peu que je vous laisse lire, mais de Machiko Kusahara, qui est aussi une des personnes qui a écrit sur le device art et qui, pour moi, résume justement toutes ces intersections, toutes ces espèces de barrières qui s'effondrent plus ou moins et qui, par chance, ont lieu dans la société japonaise parce que culturellement, elle peut générer ce genre de choses et qu'on a beaucoup de mal dans le monde occidental, notamment en Europe et puis dans le monde francophone, c'est encore pire. Je vise particulièrement la France, à imaginer parce que chacun doit bien rester dans sa propre discipline. L'art doit être l'art avec un grand A et c'est la peinture et pas des petits bonhommes qui courent dans les télévisions. L'ingénierie doit plutôt s'axer sur des problématiques. C'est un peu la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on crée toutes ces technologies dans tous les sens, on retrouve dans les rues de Genève ce genre d'objets par terre. Et je vous laisse imaginer ce que ça veut dire et pourquoi ce genre de truc se retrouve par terre ici. C'est un point qu'on oublie un peu souvent, c'est d'où viennent ces technologies, où est-ce qu'elles vont ensuite, et que parfois le futile se retrouve par terre et que ça pose question à un moment donné. Voilà.